c'est exactement ça, hein. C'est peut-être bateau, mais quand on veut vraiment se donner les moyens, on va trouver des solutions. Moi, à l'époque, je savais exactement, j'ai jamais eu dans la tête les objections, en fait. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose. Je ne pensais qu'au moyen d'y parvenir. Jamais je pensais à ce qui va m'empêcher de le faire, en fait. Alors que maintenant, souvent, moi, j'ai des conversations avec certains. C'est d'abord la liste des objections de pourquoi ils vont pas réussir, en fait. Je trouve que la mentalité, elle a changé à ce niveau-là aussi. On abandonne relativement vite. Comme tu dis, hein, l'argent, je roulais pas sur l'or, donc j'ai bossé comme caissier pendant mes études. Je nettoyais les salles de sport et les trucs municipaux, les lieux municipaux pendant l'été. J'ai fait du nettoyage d'usine en me levant à 3h du matin, entre 3h et 7h du matin le matin pendant que j'étais à la fac de sport. Et après j'allais à la fac, il faut donner les moyens, en fait, hein. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Quentin Vigneault, owner de CrossFit Initium et fondateur de Athletic Strange. Quentin, c'est un super mec, avec un CV impressionnant. On a parlé de plein de choses passionnantes. Le mindset à avoir pour réussir dans sa carrière de coach sportif, la difficulté de vivre de la préparation physique, sa découverte du CrossFit, le lancement de sa box et ses enseignements, son business model et ses chiffres, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Quentin. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Quentin Vigneault. Salut Quentin. Salut Andy, merci pour ton invitation. Merci à toi. Ce que je te disais en off, je te suis depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup ce que tu fais. Tu as développé tout un écosystème, plein de choses différentes. Et du coup, ça va être l'occasion de pouvoir en discuter ensemble. Juste avant de rentrer un petit peu dans ta tête, c'est ce que tu peux poser les bases et nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans les grandes lignes. Alors, je m'appelle Quentin Vigneault, j'ai 43 ans. J'ai une salle de CrossFit depuis 2014. Donc, CrossFit Initium, la première salle de CrossFit, 100% CrossFit de la région. À côté de ça, donc, j'ai développé une programmation où j'entraîne des gens à distance et aussi des salles qui s'appelle Athletic Strength, qui existe depuis 2015 et qui faisait le pont avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire la préparation physique. Je suis préparateur physique depuis 2004. Ça fait un petit moment maintenant. J'ai un master en prépa, j'ai un master en prépa mentale aussi. J'ai un diplôme de diététicien aussi. Et puis voilà quoi. Donc avant ça, je faisais de la préparation physique pour des clubs, des athlètes, tout ça. Ouais, je crois que tu es né en 80 du coup, 79, ouais, 80. C'est ça, 80 pile. 80, donc on a le même âge. Du coup, le Quentin tout petit, c'était qui? Le Quentin tout petit, il a toujours fait du sport. Donc un papa très sportif, donc natation. Il était maître nageur, il faisait des sports de combat, donc j'ai fait de la natation et des sports de combat petit. On n'avait pas trop le choix. Il voulait déjà qu'on sache se démerder et qu'on sache survivre en gros. Donc voilà la jeunesse. J'ai fait beaucoup de sport. On peut te dire qu'aujourd'hui, ça te sert tout ça, cette culture et le fait que ton papa, justement, entre guillemets, t'es lancé dans le grand bain et dans l'activité sportive?
Bah, mes parents étaient sportifs. Mon père était très sportif, était un peu dur. Donc, à l'époque, c'est pas qu'on le vivait mal. J'ai pas eu une enfance difficile, mais c'était pas pendant que tes copains y jouaient, bah toi tu devais nager. J'avais le droit pour d'amener des copains en vacances à la piscine parce qu'ils bossaient dans une piscine, mais le matin je devais faire des longueurs, quoi. Donc voilà. Après, bon, mais tout ça c'est une super expérience. Au final, ça t'aide beaucoup, ça te sert maintenant. Donc pareil, on faisait pas mal de camping, tout ça, camping plutôt sauvage. Donc tu apprends à te démerder rapidement. Donc tout ça c'était un peu difficile, mais je pense qu'il faut aussi passer par là pour, pour être fort en fait, hein, pour se renforcer un petit peu. Donc ça te donne un peu les bases après de l'attitude à avoir dans la vie de tous les jours et comment tu dois t'organiser pour surmonter les épreuves en fait. Donc finalement, très, très content de l'enfance que j'ai eue. Par exemple, un exemple que je donne souvent à mes enfants, c'est que pour la nager, j'ai 2 frères. Et ils nous avaient lié les mains et les pieds. Je devais avoir, je sais pas, moins de 10 ans à tout casser. Et ils nous a balancé dans l'eau à 3. Donc moi, j'avais 10 ans, mon frère 8 et l'autre 6. Et on devait traverser la longueur, donc 2 mètres de profondeur sur 15 mètres à peu près. Et donc, tu devais traverser et ressortir de l'eau, en fait. Donc, tu ressors de l'eau comme tu peux, comme un pingouin. Peut-être ton petit frère à ressortir de l'eau comme un pingouin. Et tu as ton troisième qui se noie, en fait. Donc, il y a 6 ans. Et donc, tu préviens ton père. Ah, excuse. Ah, c'est bon, excuse-moi. Et tu préviens ton père, et puis ton père, il dit que si tu veux que ton frère il sorte, ben, ça peut l'aider, en fait. Donc, tu retournes dans l'eau attaché pour aider à sortir ton frère, quoi. Donc, voilà un peu le truc. Ah ouais, okay. Ouais, ouais. Okay, donc, maintenant, tu as ça maintenant, ton père, il va en prison. Mais nous, on était préparés à ça. Donc, en fait, c'était des jeux pour nous, en fait. C'était des jeux. Ce qui paraît difficile pour certains, c'est juste l'incompréhension et leur incapacité à réaliser l'objectif, en fait. Une fois que tu es préparé, que tu as l'habitude de faire ce genre de choses, c'était plutôt sympa. Donc, voilà, quoi, après. Mais c'était le genre de choses qu'on faisait le matin en nageant. Et tu nous as dit, et je crois que j'avais vu justement que tu avais des enfants. Ouais. Comment tu les éduques, du coup, par rapport à ça? Là, ils grandissent. Là, le petit, là, il a 10 ans. Là, donc, cette année, cet été, c'est pour la première fois, il s'entraîne avec moi. Donc, tous les matins, il s'entraîne. Bon, il est demandeur, hein. Donc, ils s'entraînent. Ils sont relativement sportifs, mais je ne les pousse pas, en fait. J'ai tendance à calmer le jeu. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais j'avais tendance plus à être prudent avec eux. Les laisser faire, mais pas qu'ils en fassent trop. Et surtout qu'ils trouvent une activité où ils s'éclatent, en fait. Pas les obliger forcément, mais s'ils s'engagent dans quelque chose, ils terminent l'année. Ils ont fait de la natation, ils sont restés 1 an. Là, la petite, elle a 8 ans, elle a fait du judo pendant 1 an. Ça lui plaisait pas, mais elle a quand même fini son année. Voilà, qui pratique, je veux qu'il pratique, mais qui s'amuse, quoi, qui s'éclate. Donc c'est le but, mais voilà, en te regardant faire, en fait, les enfants, ils reproduisent, hein. Donc là, j'ai une compétition la semaine prochaine avec des copains. Je m'entraîne un petit peu. Mon frère, mon fils et ma fille s'entraînent avec moi tous les jours, en fait, hein. C'est eux qui réclament, en fait. Ouais, cool, excellent. Et du coup, de ce parcours, étant jeune, tu as fait de la compète, du coup? Tu t'es lancé dans la compétition sur certains sports ou pas forcément? Ouais, les premières, en fait, c'était… Encore une fois, j'étais assez jeune. Moi, j'ai su nager très tôt, hein, aux alentours de 2-3 ans. Ok. Donc, par mon père. En fait, c'était mon père qui m'amenait à des endroits et puis c'était une compétition. Moi, je ne savais pas trop, fallait nager. Et puis, il était fier de dire aux autres que je gagnais en nageant que l'été, en fait, parce que je faisais pas de natation à l'âge de l'année, en fait, je nageais à fond que l'été, en fait. Donc, voilà, c'était des championnats, il y avait des championnats de France, tout ça, mais moi, je ne savais pas où j'étais, en fait. Et plus tard, j'ai commencé à faire du rink hockey. Donc, c'est du hockey, comme un peu du hockey sur glace, mais sur des rollers, en fait, des quads. À Tourcoing, on avait un gros club et j'ai été plusieurs fois champion de France. Donc, ça a été jusque 12 ans à peu près. Ensuite, j'ai fait du basket.
J'ai joué jusqu'à un niveau relativement bon parce que j'étais cadet et je jouais avec les seniors en National 3, Ok. Mhm. Tourcoing. En même temps, j'ai connu le badminton au lycée. J'avais fait les championnats de France scolaires et j'avais été UNSS ou non? ouais, voilà, le NSS, et j'avais été relativement loin. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un sport qui a l'air facile et ça me plaisait. Mais j'avais joué un peu avec mon père jeune, il en faisait aussi. Du coup, j'ai arrêté le basket à ce moment-là parce que j'avais vu que je n'allais pas avoir le niveau pour aller beaucoup plus loin. C'était ma première claque que j'ai pris au sport. Et donc, je me suis mis au badminton et je me suis mis à fond et j'ai été jusque dans le top 50 français. J'avais commencé à 17 ans, j'ai joué sérieusement jusqu'à 26-27. Après, j'ai joué pour dépanner dans des clubs nationaux jusqu'à la trentaine à peu près. Et j'ai repris les sports de combat après. Ok. Ouais, tu es un touche-à-tout et tu arrives justement, tu es un peu un caméléon, tu arrives à avoir un bon niveau dans chacun des sports où tu te lances, quoi. J'ai pas mal bossé, hein. J'étais plutôt considéré comme un besogneux en fait, hein. Ok. Par exemple, au badminton, j'étais le joueur facile à battre. C'est comme ça que j'entendais qu'on parlait de moi. Mais je montais de division tous les ans parce que j'ai démarré à 17 ans au niveau départemental, quoi. Et puis je suis monté comme ça jusqu'au niveau national. Donc plus je montais, j'entendais ça, mais personne ne voulait trop jouer contre moi, donc c'était assez rigolo. Moi, ça m'a toujours fait rire, mais j'étais plutôt considéré comme un joueur besogneux. Mais moi, quand je démarrais une activité en général, j'ai tendance à être dans l'excès. Et donc, quand j'ai fait du basket, je fais du basket jour et nuit. Quand j'ai fait du bad, j'en bouffais aussi. J'essaie de trouver les endroits où les gens étaient le meilleur pour aller m'y confronter. Donc j'ai été assez excessif dans tous les sports que j'ai fait en fait. Donc ça m'a permis d'atteindre un niveau à chaque fois qui est un bon niveau. Mais après, tu es limité par ta génétique, le sens du toucher. Pour le basket, ça a été beaucoup lié au sens du toucher, à l'œil en fait que tu peux avoir sur un terrain. Mais tes capacités athlétiques aussi après, hein, tu es quand même relativement limité. Et à partir du moment où j'arrivais un peu au top du niveau où je pouvais arriver, j'y prenais plus trop de plaisir en fait. Donc, Là, quand je tombe, là, quand je regarde les JO, le bad, moi j'aimais bien aussi le bad, j'ai jamais fait en compète, mais quand je vois le niveau, c'est quoi? Il y a les Indiens, il y a tout, enfin, le niveau qu'il y a maintenant, les Asiatiques, c'est assez impressionnant, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais c'est un autre truc. Et là-bas, enfin, en Asie, pour parler de sport, et c'est aussi comme ça qu'il y a dans certains sports, tu as des pays qui sont extrêmement forts. Là-bas, c'est pas qu'un sport, c'est une religion en fait, hein. Là-bas, quand je suis allé en Asie, le badminton, c'est pour manger en fait, hein. Tu as des familles qui sortent des bidonvilles, ils n'ont même pas de chaussures, et puis ils ont leurs gosses qui ont 5, 6, 7 ans habillés tout en Yonex. Et en fait, tu vois qu'ils mettent tout sur le petit pour faire sortir la famille de la misère en fait. Donc, c'est pour ça aussi que tu as certains pays où le foot au Brésil, où les mecs sont un cran dessus, ils jouent pour survivre, les mecs. Ouais. Et c'est dans ce parcours-là que tu découvres la prépa physique? Ouais, en fait, j'ai tout le temps aimé encadrer, en fait. J'ai un caractère un peu à avoir le leadership rapidement. Donc, j'ai tendance à aimer gérer les choses, m'occuper des gens, à partager. Donc, déjà, quand je faisais du basket, je prenais un peu de temps pour m'occuper des mini-poussins. Quand j'ai fait du bad, en fait, j'ai commencé dans un club qui était au plus bas niveau qui existe et qui était assez récent. Et du coup, moi, je voulais progresser. Donc, j'ai commencé un peu à essayer d'organiser des entraînements, ce genre de choses. Donc, j'ai commencé vite après à m'occuper des jeunes, à passer mon diplôme, à voir ce qui se passait ailleurs aussi. Et donc, j'ai commencé à entraîner au badminton comme ça. À côté de ça, je faisais mes études. Et à la base, j'étais parti sur une fac d'histoire. Parce que, comme tous les conseillères d'orientation qui connaissent rien, le sport s'était bouché. Donc, j'ai été en histoire parce que j'adorais l'histoire. Mais comme je voulais pas trop être prof d'histoire, au bout d'un an, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, j'ai commencé TAPS Donc, en fait, j'ai fait j'ai eu ma première année d'histoire. J'ai quand même fini ma deuxième année d'histoire. Et pendant ma deuxième année d'histoire, je passais ma première année STAPS. Ah oui, ok. Voilà. Donc voilà, et là j'ai commencé STAPS. Je voulais être préparateur physique dès le début je voulais m'occuper du haut niveau. C'est vraiment ce que je kiffais.
Donc, j'avais mon plan quand je suis rentré en première année, je savais exactement ce que je voulais faire et mon but c'était de travailler avec le haut niveau, quoi. Donc, j'essaie de me donner les moyens. Ton expérience à toi pour la partie STAPS, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a donné justement les compétences nécessaires? Quel est ton retour par rapport à ça, toi? Alors, mon retour, j'étais à la fac de Lille, donc qui à l'époque, je ne sais plus trop maintenant, mais à l'époque, c'était une très bonne fac avec des profs vraiment intéressants. Les premières années, tu fais du sport en fait. Le matin, tu fais du sport, donc ça t'apprend à toucher un peu à tous les sports et à comprendre un peu tous les sports, donc c'est intéressant. Et tu as rapidement beaucoup de contenu. Donc, ça devient relativement intéressant à partir de la 3e année où tu commences enfin à toucher un peu à du spécifique. Et puis à partir de la 4e et la 5e, on te bourre la tête de contenu en fait. Hein. Donc, contenu. Tu avais fait quoi, toi? Entraînement, du coup? Licence Ouais, entraînement? entraînement sportif. Ouais. Entraînement sportif, Okay. et après préparation physique pour ça s'appelait athlète de niveau pour sport individuel, quelque chose comme ça. Okay. Mais beaucoup de contenu, donc tu ressors un peu avec la grosse tête. Donc, tu as l'impression d'être champion du monde de tout et de tout savoir. Mais finalement, tu sais pas grand-chose sur le terrain. Donc, tu te prends vite des claques. Moi, j'ai eu la chance après de côtoyer des mecs sur le terrain monstrueux, donc qui m'ont mis vite sur le droit chemin et où j'ai pu bosser. Comme quoi, par exemple? Tu as une anecdote à nous partager? Ouais, j'ai une anecdote. Je suis allé au Québec justement pour suivre un mec qui s'appelle Raymond Veillette, donc qui est mon mentor. Et donc, il était en train de préparer une skieuse en fait qui allait plus tard être championne du monde de ski alpin. Et donc, je rentre il me présente. Donc, je rentre dans la salle de sport qui était énorme et où elle était toute seule. Et il me dit bonjour, voilà, je te présente Quentin, il va travailler avec nous quelques temps et tout. Et en fait, il le coupe et elle me dit si t'es pas là pour moi, t'as rien à foutre ici. Donc là, je bloque et je deviens tout rouge parce que j'avais la vingtaine et je m'en vais en fait. Et donc Raymond, il m'attrape et puis il me dit non, laisse, elle est comme ça. Mais en fait, la fille, elle était tellement pointue sur ce qu'elle voulait. Elle voulait être championne du monde, elle voulait le meilleur préparateur physique du monde et elle voulait ce qui était autour, c'était le top. Donc si tu n'étais pas le top, tu dégageais. Et là, tu étais là avec tes petites connaissances à 2 balles que tu n'as jamais appliquées et tu te dis ok, le terrain, ça va parler quoi. Donc tu es là, après tu regardes. Mais ouais, on te bourre la tête de plein de trucs, de thèses, de bouquins, et puis au final, soit la moitié, ça a été fait sur des rats et c'est jamais appliqué sur l'homme, soit l'autre moitié, c'est inapplicable sur le terrain parce que toi, tu n'as pas le matériel, soit c'est pas fait sur les bonnes personnes. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai appris que j'ai jamais utilisées en fait. Hein, tu commences un peu à intégrer maintenant. Donc, il y a toujours un gros différentiel entre les études et ce qu'on peut faire en laboratoire ou vraiment des choses très précises, très cadrées, et puis effectivement la skieuse de haut niveau ou même monsieur et madame tout le monde, qu'on ait une problématique ou une prothèse ou n'importe quoi. C'est sûr qu'il y a des fois, il faut faire la part des choses. Et quand tu es jeune, c'est difficile du coup de te dire attends, on a appris ça, je vais essayer de reproduire, puis en fait, tu aperçois que la réalité de terrain, elle est tout autre, quoi. Non, puis c'est ça, puis à la fac, on te bourre la tête comme quoi avec les connaissances, tu vas t'en sortir. Mais au final, le problème de la fac, c'est qu'il n'y a pas assez de terrain. Donc moi, j'avais la chance aussi d'être carré dans mon programme, dans mon projet. Donc en fait, j'ai commencé très vite à me connecter avec des gens sur le terrain quand même. Donc pendant que les gens en 3e année, ils faisaient leur stage avec l'équipe des mini-poussins du club départemental de basket, moi j'étais à l'INSEP par exemple. Mais justement, comment tu as fait pour connecter aussi rapidement avec l'INSEP, aller au Canada j'ai fait chier. Ouais, j'ai fait chier les gens en fait. J'étais un putain de morpion en fait. C'est-à-dire que les gens, tu les contactes et tu les contactes jusqu'à ce qu'ils disent oui en fait. Hein. Donc tu te déplaces, tu bouges. Moi j'avais une vieille Renault 5 et qui roulait à peine. Je faisais des trajets à Paris relativement réguliers pour par exemple pour l'équipe de France
J'avais côtoyé Sandra Dimbourg, qui était à l'époque championne de France de bad, qui a repris l'équipe de France Espoir. Donc, je l'ai croisé 2-3 fois sur des événements où j'essayais de lui parler de moi et de mon projet. Bon, elle m'écoutait sans m'écouter parce qu'elle avait déjà son staff. Donc, à ce moment-là, je passais par des entraîneurs nationaux comme Georges Quartou pour parler de moi. Et puis, finalement, l'équipe de France Espoir était à Châtenay-Malabry. Donc, moi, j'allais à Châtenay-Malabry jusqu'à ce que elle finisse par m'accepter pour mon stage, par exemple. Et donc, je me suis incrusté à Châtenay-Malabry. J'ai chopé un logement que je payais là-bas à la cantine. Et puis, je suis resté là-bas. Mais Raymond Veillette, c'est pareil, quoi. Quand il est venu et je l'ai rencontré en France, je lui ai dit moi, je veux rentrer avec toi au Québec. Donc, on va trouver une solution. Même s'il faut dormir dans le stade, je dors dans le stade, je m'en fous. Donc, il a rigolé. Et puis, en voyant que j'étais sérieux, il m'a rappelé quelques semaines plus tard pour qu'on organise le déplacement. Donc, ouais, c'est ce qui manque un petit peu, je pense, maintenant. C'est t'as les gens qui veulent les choses, mais qui ne donnent pas forcément les moyens d'atteindre leurs objectifs, en fait. Donc, moi, je savais exactement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui sortent de STAPS ou qui sortent de BP ou qui sont peut-être en études aujourd'hui par rapport à ça? Parce que entre je passe mes diplômes ou j'ai mon diplôme et la vraie vie, parce qu'à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie et aller chercher, comme tu dis, des contrats ou autres. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? Si on fait, c'est de voyager, en fait. C'est de voyager parce que ce soit STAPS où il n'y a pas beaucoup de contenu sur le terrain et le BPGEPS qui est une formation de mieux en mieux parce que c'était relativement pauvre quand même au niveau du contenu. Il y a encore quelques années, ça commence à se développer avec certains centres de formation. Mais c'est trop court. C'est de pratiquer. Donc, en fait, après, c'est de voyager. C'est vraiment le meilleur éducateur, c'est le voyage. Donc, allez voir directement les gens qui sont intéressés. Il n'y a pas forcément besoin, parce que j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps à des gens. Ouais, mais il faut des sous pour voyager. On a la chance maintenant d'avoir Internet, d'avoir du contenu et que l'éducation à ce niveau-là est beaucoup plus rapide. Donc, il y a des gens en France qui sont très compétents. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'en Australie pour rencontrer des gens hyper compétents. Pour commencer, il y a pas mal de choses en France. Et après, si on se démerde, c'est simple. Moi, chaque fois que j'ai été voir des gens, j'ai quasiment tout le temps logé chez eux, en fait. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Les gens, souvent, si tu es motivé, que tu es sérieux, ils sont là. Ils vont rapidement t'aider. Je suis rarement tombé sur des mecs qui m'ont dit non, en fait. Oui, donc, puis bon, l'argent, c'est toujours, de toute façon, c'est l'objection numéro 1 de tout. Après, tu peux faire des petits boulots, tu peux t'organiser pour mettre de côté. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, même si je ne te connais pas, ce qui est intéressant, c'est, tu vois, tu l'as dit dès le début, j'avais mon plan, tu vois. Et aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, tiens, je vois de la lumière, je vais peut-être faire STAPS ou BP parce que ça a l'air intéressant, on fait un peu de sport où on entraîne les gens. Toi, dans ta tête, tu vois, c'était, j'ai un plan, comment je vais faire, du coup, et ça marche dans la vie, ça marche comme ça, quoi. Si tu y vas un petit peu à la one again, c'est sûr que ça va être compliqué de construire quelque chose. Par contre, si tu mets des sous-objectifs et un objectif en tête, tu vas te donner les moyens. Tiens, je veux aller au Canada, bon, le billet, machin, ok, comment on peut voir? Et c'est ça, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir ouvrir les portes. Aujourd'hui, avec Internet, on a tendance à trop se reposer sur Internet, d'envoyer des emails, des machins. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi bien. Franchement, il y a un mec qui vient me voir, qui se déplace, qui vient te voir physiquement, qui a pris sa bagnole pour faire, 5 heures de route. Tu te dis, le mec, ouais, il est motivé. Alors que la plupart, c'est on t'envoie un email, on t'envoie un machin. Ça fait toute la différence, selon moi. Non, mais c'est exactement ça. C'est peut-être bateau, mais quand on veut vraiment se donner les moyens, on va trouver des solutions. Moi, à l'époque, je savais exactement, j'ai jamais eu dans la tête les objections, en fait. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose. Je ne pensais qu'au moyen d'y parvenir. Jamais je pensais à ce qui va m'empêcher de le faire, en fait. Alors que maintenant, souvent, moi, j'ai des conversations avec certains. C'est d'abord la liste des objections de pourquoi ils vont pas réussir, en fait. Je trouve que la mentalité, elle a changé à ce niveau-là aussi. On abandonne relativement vite. Comme tu dis, hein, l'argent, je ne roulais pas sur l'or, donc j'ai bossé comme caissier pendant mes études. Je nettoyais les salles de sport et
les trucs municipaux, les lieux municipaux pendant l'été. J'ai fait du nettoyage d'usine en me levant à 3 h du matin, entre 3 h et 7 h du matin le matin, pendant que j'étais à la fac de sport. Et après, j'allais à la fac, il faut se donner les moyens, en fait. Hein. Ouais. Donc, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que ce sont tes parents qui t'ont inculqué ce mindset-là? Ouais. Mes parents, ils ont ça a toujours été des bosseurs, ils savaient ce qu'ils voulaient dans la vie. Après, j'ai dû très, très vite aussi être un peu autonome et m'occuper un peu de mes frères et sœurs. Donc, j'ai vite endossé certaines responsabilités. Et ça m'a fait aussi grandir, mais j'ai toujours été comme ça. Enfin, j'ai jamais été trop fêtard. Donc, l'argent que je gagnais, en fait, soit j'ai aidé ma famille avec, soit c'était pour mes projets perso, donc et pro. Donc, je voyais pas c'était pas une contrepartie sur quelque chose, en fait. Je voyais pas l'aspect négatif. Et alors, donc du coup, à la fin de tes études, comment ça se passe pour rentrer du coup dans la vie active? Bah, trop facile. C'est difficile pour toi? Non, ah ouais, ça a été trop. En fait, ça a été trop facile. J'avais déjà bossé avec des équipes de France, des athlètes de haut niveau et tout. Donc déjà pendant tes études, quand tu fais tes stages à Châtenay, à l'INSEP, dans des clubs de N1, tu commences rapidement à trouver tu suis en fait donc le rythme. Donc j'avais déjà des contacts et ça s'est très bien passé. Ça s'est même, comme je dis, trop bien passé en fait. J'ai eu pas mal. Sans t'en apercevoir, tu avais déjà constitué un réseau, quoi. Et pour démarrer, c'est la plus grande force. C'est ça. Et vraiment bien passé. Donc en fait, les contrats ils s'enchaînaient. Souvent j'avais des contrats de 3 mois qui s'enchaînaient. Ça a commencé à être dur quand les contrats ne se sont plus enchaînés, parce que je n'avais pas fait forcément de recherche derrière pour continuer à travailler. À l'époque, je te parle d'un temps où la préparation physique, ce n'était pas l'objectif numéro 1 des clubs. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de périodes d'essai relativement longues. Quand je dis relativement longues, c'est à peu près un mois, sans être payé, dans des clubs que je ne citerai pas, dans le basket en pro et en foot. Donc, tu paies de ta poche. T'habites pas à côté. Franchement, je me souviens d'une expérience en France avec un club pro qui était en Pro B, où j'ai bossé un mois, où j'ai payé mon hôtel, j'ai payé ma bouffe, j'étais en test, ça s'est très bien passé. Et puis la phrase qu'on dit à chaque fois, c'est que on verra pour l'année prochaine, parce que là on a bouclé les budgets. Donc ça, c'était la phrase que j'entendais régulièrement. Ça, je l'ai eu de temps en temps. J'ai aussi eu dans un club de basket, parce que j'ai pas mal bossé avec le basket. Tu fais un super boulot. On était monté de N1 à Pro B avec le club, chose qui avait été jamais fait pour ce club-là. Et puis on fait la montée. Et puis finalement, on va pas te garder. J'en préfère conserver l'argent pour racheter un Américain si le nôtre se blesse, en fait. Donc c'était les basketteurs étaient considérés comme de la chair à canon. Et donc voilà, donc j'ai pas été conservé. J'ai eu pas mal d'expériences comme ça. J'ai aussi eu, au bout de quelques années, le fait que j'ai eu des gens dans ma famille qui n'étaient pas spécialement en bonne santé, donc je voyageais pas mal, donc je suis revenu. Et j'ai aussi commencé à apprendre que quand ta passion devient ton métier, c'est plus ta passion. Et donc, des difficultés à m'entraîner, des difficultés à garder la forme, de plus en plus de difficultés à aimer ce que je faisais, en fait. Hein. Donc, parce qu'au début, je faisais exactement ce que je voulais avec les gens que je voulais et l'argent qui rentrait. Mais quand tu dois penser à l'argent pour travailler, que tu n'as plus le temps de t'occuper de toi parce que tu es à fond dans le boulot, du coup, j'ai totalement arrêté mon activité professionnelle pendant quelques années, pendant 4 ans à peu près, 4-5 ans. Okay. Et à ce moment-là, j'ai voulu bosser dans le privé. Et donc, qu'est-ce qu'un gars qui est dans le sport et qui a 2-3 bases en prépa mentale peut faire dans le privé? C'est du management, en fait. Donc, j'ai bossé dans le management
en gérant une compagnie d'assurance. Ah oui, complètement différent, quoi, du coup. Ouais, j'ai ok. fait ça. Ensuite, j'ai bossé, j'ai dirigé un magasin de vêtements. Donc, c'était du travail et du vêtement pour hommes relativement haut de gamme. Donc, j'avais 2 boutiques que je gérais, en fait. Et ensuite, j'ai bossé. Comment tu arrives à rebondir, à passer voilà, d'une activité de prépa physique à ces activités-là? Bah, le premier, j'ai été pistonné. Donc, je connaissais quelqu'un, donc il m'a parlé de ce boulot en assurance. Moi, ça me faisait un peu chier, mais bon, pourquoi pas. Et donc, ça me permettait, moi, de découvrir autre chose. Et puis, je voulais un peu développer le côté management d'entreprise. Ensuite, dans le deuxième, bah, j'ai commencé tout con, hein. Il cherchait un responsable. J'avais aucune expérience. Après, c'est pareil, tu vas au bagou. Donc, je leur ai dit que je commençais au niveau où ils voulaient. Et puis, ils allaient voir rapidement que je faisais le taf. Donc, j'ai bossé 6 mois comme vendeur. Et au bout de 6 mois, j'ai dirigé. Donc, ça a été cool. Okay. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai bossé dans un truc de quincaillerie, une grosse boîte de quincaillerie en France, où en fait, mon boulot, c'était d'aller voir leur magasin qui tournait moins bien, leur centre qui tournait moins bien, et savoir pourquoi ça tournait moins bien. Et du coup, c'était l'aspect humain, c'était tout remettre en place, en fait, hein. C'est de faire que ça tourne. Donc, j'ai fait ça. Et puis, après, j'ai découvert le CrossFit. Donc, ça m'a redonné envie de retravailler. Et pendant cette période-là où tu fais une activité complètement différente, tu gardes cette routine, enfin, tu reprends le goût à l'entraînement, à avoir cette routine d'entraînement ouais, c'est ça. Ah ouais, totalement, totalement. Donc là, je reprends vraiment le goût à l'entraînement. Par exemple, ma routine, à l'époque, je travaillais relativement tôt. C'était des boulots où je bossais même quasiment même le dimanche, en fait, hein. Donc, je commençais tôt, je finissais tard. Et je me levais à 4 heures du matin. Je courais en général en 5 bornes pour aller jusqu'à la salle de muscu, les salles low cost qui ouvrent 24 heures sur 24. Donc, je courais 5 bornes, c'était à 5 bornes de chez moi. J'arrivais là-bas, il y avait mon frère qui était en voiture. Donc, on rentrait dans la salle, on s'entraînait une petite heure et puis il me redéposait chez moi après, puis j'allais au boulot. Et les jours où il ne se levait pas, j'arrivais là-bas et je rentrais en courant, ça me faisait un 10 bornes. Ça arrivait de temps en temps, mais c'était ma routine. Je m'entraînais tôt le matin et le soir, je faisais à l'époque soit du badminton, soit j'avais repris les sports de combat. Donc, je m'entraînais en sport de combat là, le soir si j'avais le temps. Mais ouais, tu as découvert le CrossFit comment du coup? J'avais des combattants qui étaient pros, qui s'entraînaient. Et il y en a un qui finit sa prépa aux États-Unis. Et quand il revient, en fait, il me dit je connais un sport. En fait, là, j'ai découvert un sport. On dirait exactement ce que tu fais. Donc, moi, je leur faisais faire des petits circuits que tous les prépas ils font, en fait, hein. Et donc, il m'a fait découvrir ça. Et je suis tombé totalement amoureux du truc. Je pense que c'était aux alentours de janvier-février. Et en 3 semaines, je voulais absolument tout savoir sur le truc. Enfin, ah ouais, c'était totalement amoureux parce qu'en plus, en tant que prépa physique, je cherchais un petit peu qu'est-ce qui pouvait être comment on pouvait définir l'athlète ultime, en fait. L'athlète qui était capable d'avoir les meilleures capacités physiques. Et ça faisait un moment que je réfléchissais à ça. Et puis, quand je suis tombé sur le CrossFit, je me dis, mais en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Un gars qui est capable de courir, qui est capable de sauter, qui est capable de soulever. Et à l'époque, encore une fois, ça fait 20 ans que je travaille, mais ça fait 30 ans que je suis dans le sport. Il y a encore 15 ans, on avait les filières, en fait. Donc, soit l'athlète était capable que de courir, il n'y avait pas de force, soit il était capable que d'être fort, mais il ne savait pas courir. Donc, voir un sport où il y avait des mecs qui faisaient 90 kilos, qui pouvaient faire des 10 bornes ou des semi-marathons à une super allure et capable de soulever ça s'était jamais vu, en fait. Ça a révolutionné le truc, hein. Et tu as mis combien de temps entre la découverte du CrossFit et tu montes ta box? Les étapes? Ouais, ça m'a pris 2 ans, je pense. 2 ans, parce qu'au début, c'était que pour ma pratique. Donc, comme tout ce que je faisais quand j'ai commencé le CrossFit, je l'ai fait de manière avec un œil de professionnel. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le CrossFit, j'ai analysé l'activité et je me suis dit, OK, il y a ça, il y a la filière force, il y a l'haltéro, il y a l'endurance. Moi, à l'époque, j'avais
j'avais des bonnes bases en endurance. Je faisais du badge, j'étais pas très très lourd. Donc, je courais relativement vite. Par contre, en termes de force, c'était que dalle. Je me souviens, en 2012, je ne savais quasiment pas faire une traction. Pas 2012, 2011. Et donc, je me suis dit, faut que je travaille ma force, ma gym, et puis surtout, je me mette à l'haltéro. Donc, moi qui faisais à l'époque 60, même pas 70 kilos, je crois. L'haltéro, pour moi, c'était un truc de vieux. Ça me faisait limite peur. Et j'ai découvert l'haltéro et en fait, c'était super cool. J'ai adoré ça. Donc, j'ai commencé l'haltéro dans un club. J'ai fait de la muscu à côté. Je reprenais les sports de combat à ce moment-là aussi. Okay. Moi, en tant que pour ma pratique pour moi vraiment. Et donc j'ai développé la partie haltéro de manière intelligente, tout ça. Donc, ça fait que j'ai eu relativement rapidement des bonnes bases et je faisais pas trop n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi comme tout le monde, mais pas trop, ça a été. Oui, bon, t'as testé, normal. Ouais, et ça a été dur de monter ta box? Quels ont été les gros freins que tu as rencontrés? J'avais encore à ce moment-là, j'avais un poste donc dans l'entreprise qui se passait bien. Je gagnais bien ma vie. J'ai commencé à avoir des horaires cool. Parce que très, très vite aussi, mon premier objectif, quand j'ai commencé surtout à bosser dans le magasin de vêtements, c'était que je ne voulais pas avoir cette vie-là plus tard. C'est-à-dire que moi, mon objectif de vie principal, c'était d'être capable de chercher mes enfants à l'école. Ça a été la base. À partir de ça, donc, tu as tes qualités, tes défauts, et tu essaies de voir sur quoi tu peux te baser. Donc, quand j'ai bossé après dans l'enseigne d'outillage, j'avais un poste de manager où je finissais à 16h. Okay. Je commençais très tôt le matin, je commençais vers 6-7 heures, mais je finissais à 16h. Donc, ça a été une des conditions qui a été acceptée, donc c'était cool. Donc, je cherchais mes enfants à l'école, tout ça. Mais j'avais un bon poste. Donc, quand j'ai commencé à avoir vraiment le projet de CrossFit qui se lançait, c'est parce qu'il n'y avait rien qui se faisait dans la région. C'était vraiment pauvre dans la région. Je voyais qu'en Belgique, ils avaient 10 ans d'avance, que dans le Sud, ils avaient 10 ans d'avance, qu'il n'y avait rien du tout au nord de Paris. Et donc, je me dis, tiens, je vais peut-être penser à ouvrir quelque chose. Mais pour l'instant, je ne me sentais pas les compétences. Donc, j'allais m'entraîner en Belgique quand je pouvais, sur Paris quand je pouvais, mais je dis, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis finalement, voyant qu'il n'y avait rien qui se faisait et que au début, tu as toujours ces objections avec l'argent, avec le temps, comment je vais faire, nanana. Et en fait, quand tu commences à réfléchir au projet, tu te rends compte que toutes les objections, elles sont levées rapidement, en fait. Que l'argent, c'est pas forcément un problème. Et donc, du coup, ce qui devait se faire en 2 ans, c'est fait quand j'ai commencé vraiment à y penser, début 2014. Et ça m'a pris 6 mois, en fait, pour ouvrir la salle, clairement. À partir du moment où je me suis dit, vas-y, on l'ouvre, ça m'a pris 6 mois, c'était très, très vite. Les travaux, ils se sont faits rapidement. Le local, j'ai trouvé relativement vite. Donc, je dirais pas que cette période, elle est super difficile. Ça a été très vite, mais par contre, ça a été très, très dur. Enfin, ça a été très dur en termes de travail. C'est-à-dire que moi, j'ai conservé mon boulot à ce moment-là. Donc, je bossais de 6-7 heures du matin jusqu'à 16 heures. À 16 heures, j'allais m'entraîner jusqu'à 17-18. Et puis après, en gros, je m'occupais de mon fils. Je rentrais. Et puis, à l'époque, pendant un mois et demi, donc je commençais à bosser sur le projet sur papier. De 22h jusqu'à 1 à 2h du matin, je faisais que ça en fait. Et ça a été ça 7 jours sur 7 pendant un mois et demi, jusqu'à ce que le projet il soit ficelé en fait. Ok. Quels sont tu as eu des difficultés à trouver le local, des choses comme ça ou pas? Non, franchement, ça n'a pas été une période. C'était une période en termes de boulot relativement intense, mais le local, il a été. Je l'ai trouvé, je crois, la 3e visite. En plus, je suis tombé sur un propriétaire où je suis encore. Parce qu'au début, tu arrives pour dire bonjour, je voudrais un local pour faire une activité qui n'existe pas, dans un sport qui n'existe pas encore. C'est compliqué. Donc, les gens, ils pensent surtout à qu'est-ce qu'il va faire dans mon local et qu'est-ce que ça va être le bordel. Et je suis tombé sur la 3e fois, un proprio qui m'a dit, écoute, moi, ça me plaît. Tu fais les travaux que tu veux. Juste tu me tiens au courant. Donc c'est comme ça depuis maintenant 10 ans quasiment.
Ok. Ça se passe super bien. Donc, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là parce que là, on va peut-être parler de projet, mais j'ai le projet d'ouvrir une seconde salle depuis octobre. Donc, je cherche depuis octobre. Ça commence à faire long et je trouve pas de local en fait. Parce que trouver un propriétaire qui accepte qu'on fasse une tranchée pour mettre des vestiaires. En plus, les salles de sport, elles ont plutôt mauvaise réputation. Les locaux, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc, c'est relativement compliqué. Donc, ouais, j'ai quand même de la chance à ce niveau-là. Et donc là, tu disais ouais, 2014, 2023, donc ça va bientôt faire 10 ans. Quels sont Ouais. les gros enseignements que tu peux faire là sur ces 10 premières années? Alors, les gros enseignements, c'est que être préparateur physique, c'est pas être gérant de société. Donc, alors, voilà, si j'avais pas. Moi, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules, donc, qui a toujours su gérer, même jeune, son argent de manière intelligente. Donc, j'ai jamais dépensé ce que j'avais pas. Mais par contre, ce que j'ai, je le dépense. donc ouais, le principe de trésorerie, pour moi, les trésors, c'était pour les pirates. Donc, j'ai commencé à parler de trésorerie il y a 4 ans, peut-être. Donc, ouais, c'était business plan, il était beau sur papier, mais pour générer un bénéfice, ça a été compliqué parce que j'ai un loyer qui est très cher. Je dépense du matos pour que la salle elle soit la plus performante possible et la plus agréable. Donc ouais, je dépense ce que j'ai, mais je dépense ce que j'ai. Donc ça a été compliqué. Puis après, tu t'apprends qu'il y a des choses comme l'URSSAF qui existent. Que les factures, faut les payer. Ouais, donc ouais, ça a été très dur. Moi, ce qui manque là, je pense, dans nos métiers, c'est une partie business en fait. Comment se vendre, comment gérer un business, tout ça là, ça a été. C'est là que je me suis beaucoup formé depuis 6-7 ans parce que c'était une catastrophe. Hein. Mon banquier, mon comptable, je me souviens, là, mon premier bilan, mon deuxième bilan, il m'a dit, écoutez, bon, c'est du positif, mais c'était pas ouf, hein, c'était l'équilibre. Mais il dit, par contre, il va falloir arrêter d'offrir les cafés. Je fais, comment ça? Écoutez, c'est tellement le bordel, vos trucs, que je vois même sur votre bilan que vous offrez trop de café. Je fais, c'est pas possible. Je fais, si je le vois sur un bilan, c'est que c'est le bordel, quoi. Et ouais, donc j'ai tendance un peu à être peut-être trop cool, trop gentil, que ça se passe un peu comme dans un cercle associatif, quoi. Donc ça a été, c'est les corrections que j'ai fait, que je continue de faire. Parce que ouais, le CrossFit, c'est une communauté, mais nous, on a un club privé, donc faut essayer d'allier les deux, en fait, hein, l'aspect communautaire, mais aussi l'aspect business, quoi. Donc là, ouais, j'ai pris. Là, au niveau de ton environnement de la boxe, en termes de mètres carrés, ça, tu peux nous donner Ouais, je suis une à idée? un peu moins de 650 mètres carrés. Donc, Ouais, ce qui est plutôt ouais. grand pour une boxe, ouais. J'avais une box de 430 mètres carrés, 432 mètres carrés exactement, que j'ai agrandi en prenant le local d'à côté il y a en fait quelques mois avant le Covid. Okay. Et donc, je suis en location. Donc, ça aussi, c'est là que tu vois, au niveau business, j'ai le nez creux. On a ouvert le deuxième local, donc avec forcément des frais de loyer en plus. Et on a eu le confinement 2 mois derrière. Donc, en fait, l'agrandissement, je l'ai utilisé 1 mois ou 2, pas plus. Ouais. Donc, à ce moment-là, en plus, je n'avais pas forcément le potentiel clientèle pour faire fonctionner les deux. Donc, ouais, période très compliquée. Maintenant, on en rigole. Mais quand tu dois payer de loyer et que tu n'as plus forcément d'entrée d'argent parce que c'est fermé, ouais, ça a été difficile. Donc là, justement, tout doucement, je commence à y revenir en étant rentable sur les 2 salles. Mais ouais, ça m'a fait un loyer de malade. Donc toute ma trésorerie, elle y est passée. Heureusement que j'avais déjà commencé à faire mes formations sur la trésor, que j'avais commencé un peu à amasser une trésor. Donc ça m'a permis de tenir pendant le confinement parce que le premier confinement, j'ai pas eu d'aide quasiment. Mais ouais, ça a été dur. Mais ouais, donc j'ai 650 mètres carrés à peu près. Avec un gros loyer. Le loyer, ça représente plus de 50% de mes dépenses quasi. Ah oui, ok. Ah ouais. En termes de charge fixe, une fourchette? Tu as une fourchette à nos… De charge fixe, je suis à
Avec ma masse salariale aussi? Ouais, tout, ouais. Je suis à peu près à 14 000. Ouais, ok, pas un peu comme moi, ok, ok, ok. Un peu, Ok. ouais, 14, un Pourtant, peu, ouais, aux alentours de 14 000, ouais, peut-être un petit peu plus. ok, ok. Et quelle est toi ta philosophie à l'intérieur de ta box en termes d'entraînement? Est-ce que voilà, les coaching de groupe, je suppose. Alors je suppose aussi peut-être qu'en 10 ans, ça a évolué aussi par rapport à ta façon d'organiser et de créer justement des sources de revenus différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait, comment tu as géré tout ça? Euh, Moi, j'ai basé beaucoup mon travail sur la qualité, en fait. Donc, je pense que j'ai encore et j'avais des compétences que certains n'ont pas. Donc, notamment dû à mon cursus et à mon expérience dans le haut niveau, où j'ai notamment pu côtoyer donc des grands entraîneurs, des grands prépas, mais aussi des staffs médicaux. Donc, donc j'ai essayé de retransmettre ça un peu au niveau CrossFit. Donc, la partie rigueur, on l'a. La partie développement des capacités physiques et de la santé, on l'avait très très vite. Après, on a essayé de jouer beaucoup là-dessus. On a essayé d'être tout le temps carré en fait. Ce que je vois beaucoup dans des salles de CrossFit, c'est que au bout de quelques années, quand c'est ton business et que c'est une communauté, que ça tourne, la qualité d'entraînement, je trouve qu'elle diminue drastiquement. Nous, on fait des briefs régulièrement avec mes coachs. On essaie que ce soit tout le temps le meilleur de ce qu'on peut donner, que chaque personne ait au moins un conseil et un suivi à chaque séance. Et tous les 6 mois, par exemple, je remets le planning en question, je remets le planning à jour avec des nouveaux cours. D'essayer vraiment d'apporter du plus, d'apporter du spécifique. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça marche en fait, parce qu'en termes de com, je vais pas dire que je suis claqué au sol, mais je suis pas loin d'être au niveau légumes, quoi. Donc la com, c'est pas ouf. Là, c'est mes prochains un peu objectifs. En plus, je suis pas trop fan des réseaux, donc j'essaie de m'y mettre, je m'y mets, mais je fais pas avec grand plaisir, donc c'est difficile d'être à fond dedans. Mais ouais, c'est surtout la réputation qu'on a. Après, on a une réputation d'être une salle avec des compétiteurs. J'aime pas trop ça. C'est juste que la différence, c'est qu'on a un niveau moyen, je pense, dans notre salle qui est au-dessus des autres. Et il n'est pas au-dessus des autres parce qu'on est meilleur. C'est juste que je pense que nos coachs, ils s'appliquent beaucoup plus. Moi, je pars du principe que quand tu payes 100 balles pour venir, tu as le droit un peu plus qu'un gars qui lit les consignes sur un tableau, en fait. Donc, on est un peu plus rigoureux et un peu plus… on essaie peut-être d'un peu suivre un peu plus les autres que la moyenne. Donc, ça fait qu'on a des filles qui savent faire des tractions strictes, ça monte à la corde. C'était relativement classique ici parce qu'on ne les laisse pas de côté, en fait. Et justement, depuis septembre, ça a été la première année où j'ai vu ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'inscriptions depuis septembre, mais pour la première fois, j'ai eu beaucoup d'inscriptions. 70% des gens, c'était des gens des autres salles, ce n'était pas des nouveaux. C'était des gens qui étaient dans leur salle depuis 2-3 ans, qui ne progressaient plus, qui stagnaient, et qui sont venus chez nous et qui ont pris une claque en disant bah ouais, chez nous on nous a pas appris ça, chez nous on ne suit pas comme ça, chez nous on nous conseille pas comme ça. Et en gros, on a du succès. D'autres structures qui faisaient du crossfit ou de l'entraînement fonctionnel ou qui font du crossfit, du crossfit ou de salles qui ont essayé de faire un peu du simili crossfit, mais qui n'ont pas forcément cette rigueur un peu tous les jours que nous on essaie de mettre en place en fait. Donc c'est pour ça que… Ta vision, toi, quand une personne s'inscrit, fondation, pas fondation, est-ce que tu as testé plusieurs choses? Ouais, on a essayé avec les fondations au début. Après, on a fait 100 parce que on avait trop de monde et on n'était pas encore assez nombreux au niveau du staff. On a repris les fondations il y a quelques années. Les fondations, c'est bien. Honnêtement, ça va dépendre de la salle. Je t'avoue que chez nous, par exemple, je pense que les gens sont assez bien suivis pour que les fondations, en termes pratiques, ne servent pas à grand-chose. Par contre, d'un point de vue théorique, nous, dans nos fondations, elles sont à 60%, 70% sont de la théorie. Donc, la théorie sur l'alimentation, la théorie sur l'entraînement, tout ça, la théorie sur les mouvements. Donc, c'est intéressant. Mais voilà, quelqu'un qui est chez nous, qui va être en cours collectif, il ne va pas être lâché au hasard dans un groupe et il va vraiment être suivi autant que la personne qui est là depuis longtemps.
Donc, on va surtout adapter nos coachings par rapport aux besoins. On a aussi ici des gens dans nos salles qui ont été refusés dans d'autres salles, notamment des gens qui sont… moi, je m'occupe notamment en coaching privé de gens qui sont en super obésité, des gens qui sont autistes, des gens qui ont des prothèses, des gens qui ont des problèmes de cœur. Tout ça, nous, on va pouvoir le gérer. Et en général, ils ne sont pas pris dans les autres salles. Oui, j'allais te poser la question, du coup, tu as développé aussi le coaching one-to-one, du coup, le coaching personnalisé. Depuis longtemps? J'avais fait ça au tout début, le coaching à domicile. Je devais être, je sais pas, sur l'île, il y a 20 ans, on devait être 5-6 à le faire, donc le coaching à domicile, mais c'était un truc qui ne me branchait pas trop. Parce que, allez, je vais parler stéréotype, mais c'était souvent des femmes qui avaient 40-50 ans, qui étaient dentistes, médecins, et aller chez des gens qui avaient déjà, qui n'étaient pas capables de bouger leur cul pour aller dans une salle de sport, c'était difficile, quoi. C'était pas motivant. On a des fois, avec certains clients, on avait plus l'impression d'être leur objet qu'autre chose. Donc, c'était pas ouf. Donc, ça m'a jamais trop attiré. Je refais pas mal de coaching ici dans ma salle, en privé, le matin, notamment tous les matins. Mais c'est avec des gens qui sont plutôt motivés. Ils viennent ici, ils savent pourquoi ils viennent. En plus, ils viennent avec moi, donc je suis relativement carré et ils savent à quoi s'en tenir quand ils viennent avec moi. Donc, il y a des résultats, mais c'est motivant en fait. Moi, je bosse pas. J'ai la chance d'avoir un boulot, je bosse pas pour l'argent en fait. Donc, j'ai la chance de choisir mes clients, de choisir avec qui je travaille. Donc, c'est une chance de dingue que j'ai en fait. Et donc, je bosse avec des gens hyper motivés. Donc, des fois, ça m'arrive de varier mon tarif en fonction de la personne. Hein. Là, j'avais un petit Yanis qui a commencé. Il faisait plus de 180 kilos quand j'ai commencé avec lui. Il avait 14 ans. Ça fait quasiment 2 ans qu'on bosse ensemble. Il est passé sous les 100 kilos il y a quelques temps là. Clairement, le tarif, je l'ai modulé en fonction de ses capacités. Sa mère, elle n'avait pas trop de moyens. Voilà. Moi, mon but aussi, c'est de pouvoir aider les gens. C'est aussi pour moi l'objectif premier de notre activité. Donc, je pense que des fois, il y a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui quittent leur salle et qui viennent dans des salles comme la mienne. Hein. Je ne suis pas le seul en France, mais tu as encore des gens qui font ça pour aider les gens, en fait, hein, et pas juste pour l'argent et pour les faire suer, en fait. Pour ou contre l'open gym, toi? On va dire il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, j'étais très contre au début, extrêmement contre. Il n'y avait pas d'open gym chez moi au début. Je me suis adouci un petit peu. Alors, je suis plutôt, on va dire que je suis relativement pour. Après, ça va dépendre. C'est-à-dire que chez moi, en fait, j'ai personne qui fait que de l'open gym. Tout le monde fait les cours co. Et à côté de ça, ils font un peu de spé. Donc, je pense que si tu fais du bon boulot dans ta salle, les gens, ils vont pas aller en open gym suivre la programmation de X ou Y, en fait. Ils vont suivre ta programme. Après, je pense que tu connais ça aussi. Des fois, tu donnes plus de crédit à quelqu'un que tu connais pas sur les réseaux, qui fait des belles vidéos, plutôt qu'au gars qui est en face de toi, tu vois. Moi, j'ai tendance relativement à pas mal déconner. Donc, ça peut peut-être jouer un petit peu des fois contre moi. Mais je prends l'exemple souvent de gens qui vont suivre des prog américaines avec des coachs américaines. Je prends souvent l'exemple de Ben Bergeron aux États-Unis et je leur dis, tu crois que Ben Bergeron, il joue pas à Chabit avec ses sportifs? T'en sais rien en fait. Il n'est pas forcément tout le temps avec un balai dans le cul, à parler sérieusement. Voilà, donc je pense que tu peux déconner, mais bosser sérieusement. Et donc, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aller voir ailleurs pour voir ce qui se passe. C'est cool. Moi, j'ai pas de problème avec ça, au contraire. Mais je pense que si tu fais bien ton taf, les gens ils suivent ce que tu dis et puis à côté de ça, ils bossent. Moi, ceux qui font de l'open gym, 90% des gens qui font de l'open gym, c'est des gens qui ont la programmation en ligne en plus et donc qui font du renfort ou du spé. Donc, franchement, à ce niveau-là, ça va. Moi, je pense que si tu as des salles où à côté de ton cours, tu as des gens qui font l'open gym alors que tu as de la place à ton cours et que tu es là, c'est qu'ils ne te respectent pas et que dans ces cas-là, c'est soit ils ne te respectent pas, mais c'est aussi à toi de te remettre en question quoi, sur ce que tu proposes. Donc, pour moi, l'open gym, si tu fais bien ton boulot, c'est pas un problème.
les sources de revenus, du coup, parce que c'est aussi important d'avoir plusieurs sources de revenus. Toi, j'ai vu effectivement que tu avais lancé ta prog ou autre. Comment ça t'est venu? Tu as dit, je crois qu'un an après, du coup, tu avais lancé, c'est ce que tu disais tout à l'heure en intro, en 2015 ou autre. Est-ce que tu as d'autres sources de revenus que tu as mis en place, du coup, dans ta box? Dans ma salle, non, j'ai l'abonnement. Alors, j'ai une philosophie à la salle où si tu prends le pack illimité, tu as droit à tout. Donc, il n'y a pas de tarifs supplémentaires pour d'autres cours spécifiques. Ok. C'était une vision que j'avais au début. On va dire que maintenant, je suis un peu enfermé dedans. Donc, c'est vrai que des fois, pour développer certains business, c'est difficile. Ensuite, j'ai mes coachings perso. Je fais un peu de diète, mais c'est pas le truc qui m'éclate le plus. Donc, j'en fais vraiment si j'ai beaucoup de demandes, mais c'est pas le truc qui m'éclate, que j'aime faire vraiment. Et ensuite, j'ai ma prog, donc en source de revenus. Voilà, c'est mes coachings perso, la salle qui tourne. Mais la salle, c'est mon plus petit revenu en fait, hein. Enfin, je vis pas forcément de la salle. La salle, je pourrais en vivre, mais j'ai aussi, ouais, j'ai pas ce défaut, mais je vis pas pour l'argent. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Donc, mes coachings privés me rapportent pas mal d'argent. La prog, elle tourne aussi. Donc, Ok. si j'ai pas besoin de prendre dans la boîte, je prends pas dans la boîte. Et puis, ça me permet de donner au coach ou de développer des projets, quoi. Parce que du coup, dans ton équipe, tu as combien de coachs? Est-ce que c'est des salariés indépendants? Comment tu as géré ça, toi, de ton côté? Alors, j'étais, je pense, aussi un des premiers à avoir des CDI. Parce qu'à l'époque, même encore maintenant, c'est beaucoup des auto-entrepreneurs. Donc moi, ça a été des CDI très vite. Je voulais qu'ils se sentent chez eux dans la salle, qu'ils puissent être sereins dans leur travail, qu'ils puissent être sereins au niveau de leurs projets privés et au niveau des banques. Donc, je me suis attaché à essayer de leur proposer des CDI. Là, actuellement, j'ai 2 CDI en 35 heures. On était 3 voire 4 il y a quelques temps, donc j'ai un peu réduit la masse salariale parce que justement j'avais ce côté pas du tout business où j'avais quelqu'un que j'aimais bien et après son stage où voilà, je lui proposais un boulot, sauf qu'à un moment quand tu as plus d'employés que de membres, ça devient compliqué. Donc ouais, il a fallu trouver un peu cet équilibre-là. Donc là, on est deux. Il y a deux CDI en 35 heures. Ouais, okay. En fonction donc moi, j'ai repris pas mal de coaching aussi à la salle, du coup, parce que ça me manquait un petit peu. Et du coup, en fonction des projets et de la prochaine salle, il y aura des postes qui vont se libérer. Mais ouais, j'ai été tout de suite sur du CDI, ouais, tout de suite. Tes coachs, ils s'occupent que de la partie groupe ou ils font aussi du one-to-one, du coaching? Ils font du one-to-one aussi. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de leur donner un environnement le plus agréable possible. Donc, ils ont leurs 35 heures. Ils font leur taf. À côté de ça, la salle, elle est dispo gratuitement pour leur coaching en one-to-one s'ils veulent. Donc, je prends rien là-dessus. Ils ont les clés, ils peuvent même l'utiliser quand la salle est fermée. Bon, elle est relativement quasiment jamais fermée, mais ils peuvent. Donc, c'est un avantage qu'ils ont qui n'est pas négligeable, je pense, pour eux, pour leur revenu. Et ensuite, j'ai une des coachs qui bosse aussi avec moi dans la programmation. Donc, on est à 3 sur la programmation, mais une de mes coachs est dedans aussi. Ouais. Ah, attends. Attends, je t'entendais plus. Hop. Et ok. Est-ce que je vois que l'heure tourne? Est-ce que tu as encore quelques minutes? Ouais, j'ai du temps. Ouais, ok, ça marche. Maintenant, sur la partie marketing, comment aujourd'hui, même si tu disais que les médias sociaux ou autres, c'était pas forcément ton focus numéro 1, comment aujourd'hui tu te fais connaître? Alors, tu nous as parlé, et je pense que c'est une des meilleures publicités, c'est la qualité de ton produit, c'est la qualité de ton accompagnement. Est-ce que tu as testé des choses aujourd'hui qui fonctionnent bien sur ça? J'ai testé pas mal de trucs. J'avais testé tout ce qui était pub dehors un peu sur les abribus et toutes ces conneries. Okay. Ça a ramené 0. Hein.
clairement. J'avais fait aussi des sets de table pour les cantines universitaires où tu avais ma pub en gros. Ouais, les seuls qui les ont vus, c'était déjà mes adhérents. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Quand tu sais pas, que tu connais rien, t'envoies des balles un peu partout, tu tires un peu à droite à gauche, tu dis tiens, ça peut être, mais t'as pas de plan en fait. Voilà, ce qui m'a fait connaître un petit peu, ça a été l'influence de ma salle sur les autres en fait, hein, sur les autres salles, parce que de ma salle, il y a quand même quasiment toutes les autres salles de la région qui sont créées. Il y a beaucoup de drop-in qui sont faits chez moi, donc on s'est fait connaître. Il y a eu les athlètes aussi, hein, qui ont performé un peu en compétition. Mais ouais, en com, j'ai essayé 2-3 trucs. Là, je refais mon site. C'était moi qui m'occupais de mon site et il était claqué au sol comme tout ce que je faisais. Donc là, un nouveau site va sortir, fait par une pro. J'ai bossé aussi pas mal avec un mec qui est photographe professionnel qui fait des vidéos pour un peu développer l'aspect com. Mais les prochains projets, j'aimerais bien un peu plus développer ma communication même personnelle sur les réseaux. Là, par exemple, comme pour Athletics Trend, je m'en occupe plus. C'est ma coach qui s'en occupe et elle le fait très bien. Donc ça, elle vient de commencer, donc pour l'instant, on n'a pas encore trop de retours, mais en tout cas, c'est plus carré que ce que je faisais. Mais ouais, d'habitude, quand je me forme ou quand je suis motivé, j'ai du mal un peu à être dans les réseaux. Et puis, je me rends compte que c'est un métier à part entière. Hein, tu peux pas tout faire, non? Des podcasts et tout. Ah ouais, c'est des trucs qui me plaisent. Hein. J'avais essayé un petit peu, mais ça prend un temps fou, en fait. Donc, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que ce que j'aime pas, cette notion de pas avoir le temps. On donne des priorités ou on les donne pas. Et donc, ouais, être sur mon téléphone à essayer de monter des images, faire du contenu en étant filmé. Je déteste être filmé quand je m'entraîne. Je me force un petit peu. J'ai essayé, mais ouais, c'est difficile. Et puis, ouais, parler devant un écran, c'est quand même un métier aussi. Donc, c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta programmation, s'il y en a qui sont intéressés? Est-ce que des honneurs de boxe peuvent prendre ta programmation? Enfin, c'est quoi, quel type d'écosystème tu as mis en place par rapport à tout ça? À la base, c'était pour. Je faisais déjà un peu de la prog à distance avant d'être dans le CrossFit, hein, pour mes prépas physiques. Donc, j'avais des athlètes qui faisaient du sport de combat, du basket ou quoi. Je faisais déjà un peu des prépas physiques à distance. Donc, c'était un truc que j'aimais bien faire, vraiment amener quelqu'un, établir un programme. Établir un programme, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je m'étais dit qu'au CrossFit, si j'ai l'occasion un jour, j'aimerais bien le faire. Et j'ai eu des demandes de l'extérieur, en fait. Et puis, quand ça commençait à vraiment devenir beaucoup de demandes, j'ai dû uniformiser le truc. Donc, la prog, elle est née. Elle est née rapidement, du coup. Ça s'adresse aux athlètes récréatifs, aux sportifs récréatifs, j'aime pas trop le mot athlète non plus, aux sportifs récréatifs, à ceux qui veulent un peu faire de la compétition, que ce soit pareil, hein, pour s'amuser, parce qu'on est tous des amateurs, et aussi avec ceux qui ont des plus gros objectifs. Ça s'adresse aussi aux salles, justement. Donc voilà, parce que être coach et planifier, c'est deux trucs qui sont différents. On peut être un bon coach, mais pas savoir planifier, comme on peut être très bon en progrès et être nul en coach. Donc c'est deux trucs qui sont différents. Donc au moins, ils ont un contenu. Et après, de toute façon, c'est la qualité du coach qui fait. Hein. C'est juste un outil. Et ensuite, ça s'adresse aussi, depuis quelques temps aussi, au kiné. Parce que j'ai une formation sur tout ce qui va être le problème de dos, qui marche très bien. Donc, qui s'adresse aux kinés, aux gens qui ont des pathologies. J'ai d'ailleurs proposé ça en cours à mes adhérents. Donc, c'était des cours. Donc, comme je disais, je fais un point tous les 6 mois sur le planning. Et j'ai proposé ça en cours spécifique, gratuit, pour mes adhérents. Donc, c'était des cours de 4 personnes où j'allais sur leur pathologie et on essayait de régler le problème. Et ça marchait plutôt bien, quoi. Est-ce que sur chacun des programmes, tu as mis en place, je ne sais pas si tu connais des tunnels de vente avec des contenus gratuits qui ensuite te permettent de vendre tes programmes ou pas? Bah non, parce que je suis pourri.
Bon, il faudrait qu'on en parle en off parce que je pense que… Mais justement, tu sais, voilà, moi, ça fait quelques temps aussi, avant que tu me contactes, que je regardais ce que tu faisais, et je me dis, putain, c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, il faudra qu'on en parle en off parce que pour moi, un tunnel, c'est le truc où tu passes avec ta voiture en dessous, quoi. Donc, voilà, quoi. Non, il y a zéro tunnel. Mais je te dis, des fois, je suis arrivé. Franchement, il y a des fois, je fais un point sur ce que je fais et je me dis, putain, j'ai encore de la chance d'être vivant, quoi. Parce que. Non, mais parce que, en fait, tu es un créateur, donc c'est normal. C'est aussi important, si tu veux. Mais après, c'est sûr que c'est dommage de ne pas exploiter, parce que je pense que quand tu as fait un truc, tu te dis, bon, bah maintenant c'est fait, voilà, maintenant je vais passer, c'est quoi la suite, quoi. Et je pense que tu as une mine d'or qui est sous-exploitée sur certains trucs, quoi. Mais même, tu sais, dans ma tête, j'ai eu tout le temps j'ai mis beaucoup en opposition le fond et la forme. Je me suis toujours attaché à avoir un fond. Et je me disais toujours, tant que le fond il est bon, la forme on s'en fout en fait. Ça a été mon credo pendant longtemps. Et en fait, le problème c'est que des fois je crée des contenus, des trucs qui sont de très très bonne qualité, ou des fois il y a des trucs que voilà, tu peux pas retrouver forcément même en France. Et je me dis, mais en fait, ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher, mais parce que je sais pas communiquer en fait. Et ouais, c'est le prochain gros chantier, ça va être ça en fait. Ça va être d'apprendre à communiquer. Bon, après, je suis un peu comme toi, je pars du principe que. Alors, ça, du coup, c'est pas forcément gage de réussite, mais il faut mieux faire de la qualité. Faut mieux faire de la qualité et après mettre un petit peu plus d'impulsion du coup sur la partie business. Parce que oui, j'ai vu qu'il y a. Enfin, moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais franchement, leur service ou leur produit, c'est pourri. Et ça, j'ai un peu de mal avec tout ça. Donc, faut mieux être dans cet esprit, faire de la qualité et puis après, trouver des moyens de pouvoir développer tout ça, quoi. Ouais, mais là j'apprends qu'en fait, les deux, ils peuvent être compatibles, en fait. Oui. Et voilà, j'essaie de pas mourir con et de me remettre en question tout le temps. Mais du coup, ouais, le fond et la forme, ça peut être mis. Il y en a qui le font très, très bien. Il faut s'en inspirer aussi et puis il faut bosser dessus. Et tu nous as parlé là, du coup, vouloir monter une deuxième box. Pourquoi? Ouais. Et quel est justement, où est-ce que tu veux aller, toi, avec ton business et ce que tu fais aujourd'hui? En fait, l'idée de deuxième salle, c'est parce que il y a de la demande. Ce qu'on propose dans la région, notamment, je pense qu'on a, voilà, on n'a pas trop d'équivalent en termes de qualité. Il y a des salles qui font du bon travail, hein, mais nous, ce qu'on propose, il y a pas, on n'a pas de concurrence en fait, clairement. Et donc il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour tout le monde. J'ai des coachs qui sont au top du top et que j'aimerais aussi pouvoir faire évoluer. Donc chacun. Et j'aimerais aussi, voilà, il y a des choses que j'ai mis en place ici où j'ai fait pas mal d'erreurs, hein, en disant, tu t'imagines bien qu'avec mes compétences de gérant de société, ça a été une putain d'usine à gaz pour plein de trucs. Je te dis, c'était tellement une usine à gaz qu'à un moment, je ne savais même pas combien j'avais d'adhérents, quoi. C'était impossible à savoir. Donc, tout a été corrigé là ces dernières années. Ça commence. Et l'idée aussi de cette deuxième salle, c'est d'utiliser toute l'expérience que j'ai maintenant pour faire quelque chose de très qualitatif, mais aussi de beaucoup plus rentable. Donc, c'est le projet que j'ai avec cette deuxième salle. En fait, la première, il y a des choses où tu es dedans et tu peux plus trop faire marche arrière. Tu essaies de corriger, mais tu peux plus trop faire marche arrière. La deuxième, c'est vraiment l'intérêt, c'est de générer plus de revenus, en fait, avec une plus grosse source de revenus en ayant la même qualité. Ok. Et comment tu as vu, toi, parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur l'univers CrossFit ces dernières années. Quelle est ta vision des choses et comment tu vois justement ce que tu fais, alors le CrossFit et tout ce que tu peux faire dans 5 à 10 ans? C'est quoi ta vision un petit peu du métier? Je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'aime pas trop ce qui est devenu un peu le CrossFit. Et c'est beaucoup à cause de CrossFit, en fait, hein. Vouloir ouvrir plus de CrossFit que de McDo, c'est un bel objectif, mais au détriment de la qualité, hein. Quand tu vois que voilà, tu as 6 mois de formation, tu as un BPGEPS et tu peux ouvrir une salle et tu peux être coach. Et donc, tu peux gérer la santé de tes gens. Et donc, du coup, tu peux pas… 3 mois maintenant avec le CQP. Ouais, voilà, crois-moi que le CQP, ouais, j'en ai entendu parler. Mais du coup, tu peux pas dire aux gens que au CrossFit, tu fais de la qualité
quand tu as des salles qui sont comme ça, en fait. Et je veux dénigrer personne, mais le CrossFit, pour moi, c'est pas parce que tu fais du CrossFit que tu es gage de qualité. Avant, c'était peut-être le cas. Maintenant, ça l'est plus du tout. Tu as des salles qui font pas de CrossFit qui sont bien meilleures en termes de qualité, en termes de péda que des salles de CrossFit. Donc, c'est un peu ce qui est dommage. J'essaie pas de t'affilier ou pas? Ou pas forcément, c'est pas une question. T'as pensé à un moment donné à te monter un club? Moi, c'est toujours la question à chaque fois, quand je reçois l'email. Là, j'ai reçu l'email et ouais, tous les ans, enfin, ça fait quelques années que je pense à me désaffilier parce que voilà, on n'est pas. Là, clairement, Initium, je pourrais tourner sans CrossFit, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça reste. Moi, je suis quelqu'un de relativement très fidèle. Donc, CrossFit a créé quelque chose qui n'existait pas avant. Ça, tu as les préparateurs physiques qui disent que ça existe depuis la nuit des temps et toutes ces conneries, c'est des gros mythos. On n'a jamais vu ce que les athlètes de CrossFit peuvent faire. On ne l'a jamais vu ailleurs. Donc, ça a vraiment développé une péda et pour ça, je remercie CrossFit et Greg Glassman d'avoir créé cet outil. Il se dénature un petit peu. Donc, quand on veut comparer performance et santé, pour moi, les deux sont liés en fait. On ne peut pas dire je fais du CrossFit santé ou je fais du CrossFit de performance. Si tu fais du CrossFit et que tu développes tes qualités physiques, tu deviens plus performant. Et donc, tu as au moment de ta santé. Après, rien ne t'oblige à faire un WOD de 48 heures ou de faire les games. Mais tu deviens plus performant. Donc, tu peux proposer la même chose à tes adhérents en santé qu'en performance. Et c'est aussi le problème, c'est que du coup, les coachs ne sont pas formés, ils ne savent pas enseigner, donc ils vont dire que ça, c'est des mouvements c'est pas pour vous, c'est pas pour si. C'est des conneries en fait. Hein. Si de quoi tu parles, tu peux l'enseigner à tout le monde et tu peux l'adapter. Mais ouais, le CrossFit, la partie qualitative, ça devient difficile. Forcément, il y a plus de 600 salles, je crois, maintenant. Donc, t'attends pas à trouver. Tu trouves du caca partout, en fait, hein, maintenant. Moi, quand avant on me disait, je faisais du CrossFit avant, je fais OK, il y a des bases. Maintenant, je lui demande quand même d'où il vient. Donc, c'est triste. Mais ouais, et tu penses à plus t'affilier, mais pour l'instant, je reste affilié. J'essaie de rester tout le temps, ouvert d'esprit et de continuer à me former. Même les formations CrossFit, je trouve qu'elles sont ultra limitantes. Enfin, voilà. Il y a des gens en France qui sont bien plus compétents, je pense, que certains du staff et ils ne sont pas utilisés. C'est dommage, en fait. Mais bon, c'est la vie. Hein. C'est pour ça que moi, je fais le truc dans mon coin. C'est pour ça que des gars comme Guillaume Guillou, ils ont développé leur propre système de formation. Les mecs, maintenant, on se forme par nous-mêmes et puis on développe nous-mêmes nos staffs, en fait. Et le résultat, il est que ça fonctionne fort pour nous, quoi. C'est tout. Comment tu fais, toi, Quentin, pour continuer justement à progresser? Je pense qu'il faut, comme disait Raymond, en fait, c'est une question de dosage, en fait. C'est une question de modération. C'est-à-dire que tu dois avoir confiance en ce que tu fais. Moi, maintenant, j'ai 43 ans. J'ai un passif. C'est bien de tout remettre en question, mais à un moment, tu dois avoir des certitudes dans ce que tu travailles, en fait. Parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner. Il y a des choses qui fonctionnent. Tu as tes compétences, tu as ton expérience. Et ça, tu dois l'utiliser. Donc, en fait, tu dois être relativement, tu dois avoir acquis une confiance en toi, mais il ne faut pas que cette confiance, ça devienne de l'arrogance, en fait. Donc, c'est tout le temps un équilibre qui est relativement difficile à trouver entre je sais, je ne sais pas. J'explique aussi à mes athlètes, hein, la remise en question, elle doit se faire, mais elle ne doit pas se faire à l'excès, en fait. Donc, à partir de ça, j'essaie d'être encore ouvert d'esprit. J'ai des certitudes sur certains points. Ça ne m'empêche pas de voir ce qui se fait, de discuter avec pas mal de gens. Et je découvre aussi d'autres choses, notamment grâce au réseau maintenant, parce que je voyage un peu moins maintenant. Et ça me permet un peu de me remettre en question régulièrement, c'est important. Si tu devais offrir un livre ou partager une ressource à tes coachs ou à des honneurs de boxe, ce serait quel livre ou quelle ressource? Moi, j'ai lu beaucoup d'autobiographies. Ouais. Je lis énormément. Hein. Je lis pas mal. Je lis beaucoup d'autobiographies. Donc, les autobiographies, c'est intéressant, je trouve. N'importe lesquelles, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs. J'ai commencé par beaucoup d'autobiographies de sportifs. Tu vois un peu par quoi ils sont passés, leur état d'esprit. C'est intéressant.
Après, moi, il y a un livre qui m'a marqué. C'est un livre à la con. Ça a été La préparation mentale de Luis Fernandez. Luis Fernandez, c'est pas le joueur de foot. Je l'ai ici d'ailleurs. Il y a un adhérent j'en ai parlé à un de mes athlètes et qui l'a retrouvé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditions. Donc je l'ai ici. J'ai pas mal de livres que tu peux voir. Tu peux pas voir la truc qui est derrière, mais j'ai pas mal de bouquins. En conseiller un spécifique, c'est difficile. Celui-là m'a marqué. Beaucoup d'autobiographies. Après, je vais essayer de varier un petit peu ce que je lis. Là, en ce moment, j'ai fini l'autobiographie de Mike Horn, qui était intéressante. J'ai relu Ben Bergeron, qui était pas mal. Je l'avais lu en anglais, là, je l'ai lu en français. Ça va dépendre, en fait. Mais lire beaucoup, maintenant, tu as pas mal de contenus aussi qui sont pas mal intéressants sur les réseaux. Moi, j'ai toujours axé mon travail sur le mouvement, en fait. Donc, pour moi, le mouvement, c'est la santé. Donc, sur le mouvement et comment on peut l'exprimer. Donc, il y a des gens que je suis beaucoup, comme Tom Aviland. Donc, les Australiens, ils sont pas mal. Sébastien Oreb, qui est beaucoup sur la force. Lucas Hardy, je crois que c'est Renzo Trent. J'aime beaucoup. Zach Haight, pareil sur le mouvement. Un gars que j'adore aussi, un Israélien qui s'appelle Roy Gold, qui bosse beaucoup sur le mouvement. Donc, il a une salle et c'est deux pas mal que je m'inspire un peu pour moi, même m'entraîner. Donc, et ça reste pour moi, ça reste du CrossFit. Au final, le CrossFit, c'est développer l'ensemble de tes capacités fonctionnelles, du mouvement. C'est pas enfermé, au contraire. Je pense que pour moi, le CrossFit, c'est quelqu'un qui est humble et qui s'inspire des autres. Pour moi, CrossFit, c'est un peu dans Terminator 2, en fait, le méchant là, qui se fluidifie et qui revient, en fait. Il va s'inspirer, il va prendre les forces de tout le monde, et avec les forces de tout le monde, en fait, il va s'en servir. Donc moi, c'est comme ça que je vois le CrossFit. Donc j'hésite pas à intégrer des mouvements, à intégrer des méthodes de travail qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir sur crossfit.com ou dans les autres salles actuelles. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fonctionne. Hein. Et si tu devais redémarrer de zéro aujourd'hui, tu ferais quoi avec tout ce que tu sais, les connaissances que tu sais aujourd'hui? Je ferais quelque chose de plus minimaliste, je pense. Moi, je pensais sens par rapport à une structure petite, c'est ça? C'est ça, par rapport à la structure. Moi, quand j'ai commencé à développer ma salle, je sais pas si toi tu te souviens, mais à l'époque, c'était en gros, plus t'es bon, plus t'es grand. Donc, en fait, toutes les salles s'agrandissaient. On commençait à avoir des salles à Las Vegas qui étaient démesurées, des salles en France qui étaient démesurées et tout. Et il y a pas mal de salles qui ont commencé à se casser la gueule aussi. Donc, au final, tu peux être très, très bon et surtout être rentable, en fait, en étant plus petit, donc quelque chose de plus minimaliste. Je partirais sur quelque chose comme ça et en essayant justement peut-être de donner beaucoup plus d'accent sur la forme dès le début, ma manière de communiquer, pour pouvoir peut-être avoir une plus grosse aura, une plus grosse influence. En tout cas, que mon message il aille beaucoup plus loin que juste la région ou les 4 pecnos qui me suivent sur Internet, en fait. Ok. Merci, en tout cas, c'était super intéressant et super inspirant. Où est-ce qu'on peut te suivre ou si on veut justement savoir plus sur ce que tu proposes, sur la prog, etc. C'est surtout sur Instagram, donc j'ai la page Athletics Strength. Je vais mettre tout ça dans la description de toute façon. Voilà. Ensuite, j'ai ma page perso que j'essaie un peu de développer. Donc, avant, c'était vraiment pour mettre du perso, mais là, j'essaie de développer un peu ma méthode de travail, notamment en coaching privé ou comment moi je me développe. Donc, c'est Quentin Vigneault et CrossFit Initium. Donc, sur Instagram et bientôt le nouveau site qui va ressembler à un vrai site internet avec de la communication dessus. Voilà. Ok. Bon, top. Merci pour ton partage. Félicitations à toi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pensez le petit traditionnel 5 étoiles, le petit commentaire à Quentin. Merci Quentin. J'espère pouvoir venir un jour faire un petit WOD avec toi en tout cas. Ouais, quand tu veux, puis on en reparle de toute façon pour le reste, le développement, tout ça. Ouais, avec plaisir. Merci tout le monde. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.